immunologique, c'est-à-dire utiliser les connaissances fondamentales en matière de vaccination, en matière d'immunologie, pour vous proposer demain des vaccins anti-cancer. C'est-à-dire, dans le cadre, par exemple, d'un cancer du sein, il suffit que la personne accepte d'être vaccinée et donc, par conséquent, ce développement de cancer de sein n'aura pas lieu. Mais là, nous avons besoin d'autres étapes à franchir, c'est-à-dire est-ce que les gens vont accepter justement de se faire vacciner contre le sida, ce qui est une réalité actuellement. Vous avez des gens qui voyagent dans le monde avec un vaccin, ils sont vaccinés, quand vous leur faites le test pour le sida, ils sont positifs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont positifs. C'est simplement un vaccin. Et ça, vous allez l'avoir dans vos pharmacies si effectivement l'effort des différents laboratoires va aboutir pour que justement ce fléau soit éradiqué, soit au moins atténué. Parce que vous imaginez, si on vaccine les jeunes demoiselles contre le cancer du sein, eh bien ça permet de lutter contre ce fameux cancer du sein. Vous en avez déjà un exemple, c'est par exemple vacciner contre les papillomavirus, contre le cancer du col. On en reviendra dessus. Alors, ensuite, ces étapes du processus tumoral et métastatique, il va y avoir cette notion de réarrangement au sein de l'organisme. C'est-à-dire que quand on a des cancers, en général, les gens reculent en disant il faut toucher le bois, ça ne me concerne pas, on secoue les vêtements, le cancer, ce n'est pas ça. Le cancer, on peut partir d'une cellule normale et avoir juste une tumeur bénigne. C'est ce qui se passe au niveau du côlon, par exemple, où vous avez simplement un petit polype, il suffit de faire une coloscopie, on l'enlève, etc., et c'est terminé. Par contre, si on laisse tomber cette tumeur bénigne, c'est-à-dire si vous ne faites pas votre devoir chez quelqu'un qui vous a dit « j'ai vu du sang dans mes selles », pour qu'il puisse faire le test, eh bien, il va se promener avec cette tumeur dite bénigne, c'est-à-dire elle respecte à peu près l'organisme, mais un jour, elle va se transformer directement en une cellule maligne. Et vous avez tous les schémas possibles. Soit une cellule normale passe directement à une cellule tumorale, soit elle va franchir des étapes. Il va devenir d'abord comme une sorte de verrue, et puis par la suite, cette fameuse verrue qui est bénigne, quelque chose que nous, on va négliger si on ne fait pas attention à notre santé, et puis au bout de 10, 15 ans, ou même 5 ans, il va devenir quelque chose de malin et qui va donner des métastases, et là, c'est trop tard. On prend l'exemple des polypes au niveau de l'intestin. Si on dit à quelqu'un qu'il faut les enlever, il faut qu'il accepte de les enlever, c'est terminé, c'est très facile. Alors que quand il va avoir un cancer du côlon, là, il faut couper l'intestin, il faut couper effectivement de l'appareil digestif, là, etc. Alors ensuite, là, c'est juste pour sensibiliser l'employé de pharmacie à ces étapes qui prennent des années, mais quand la cellule perd le contrôle, là, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que vous allez partir d'une cellule normale ici, elle va devenir une cellule cancéreuse, et bien cette cellule cancéreuse, elle va travailler davantage. Pourquoi? Parce que nous, on va dire, bon, ça y est, c'est terminé, il est 7h30, on va rentrer chez nous, et bien la cellule cancéreuse, elle travaille encore. Et donc, par conséquent, en partant de cette cellule cancéreuse, la prolifération, la croissance devient incontrôlée. Elle ne va plus dire c'est le soir ou la nuit, elle va continuer. Et donc, elle va croître. Cette fameuse tumeur primitive au début, eh bien, elle va franchir le pas. Donc, elle va chercher à aller quelque part. Et donc, par conséquent, elle va aller dans la circulation générale. Comment elle va aller dans la circulation générale en partant, par exemple, de l'intestin? Eh bien, elle va utiliser ces outils. Et ces outils, c'est ce qu'on appelle des enzymes protéolytiques qui vont faire des trous partout, et ça permet à ces cellules de pouvoir maigrir. Et donc, quand elles vont maigrir, elles vont se retrouver dans la circulation générale, et la particularité de cette cellule cancéreuse, vous le voyez très bien, c'est qu'elle va résister. Eh bien, elle va résister à ce qu'on appelle les agressions physiques, elle va également résister aux défenses de l'organisme. Pourquoi? Parce que normalement, nous avons les garde-fous dans notre organisme qui disent « Où tu vas, toi? Arrête là, c'est pas là. Non, c'est comme ce qu'on fait avec les enfants. Tu vas où? C'est pas le moment de sortir, ceci, cela. » Eh bien, cette cellule cancéreuse, il va sortir à minuit, il va rentrer à 4h du matin, personne n'acceptera ça. Mais une fois qu'il aura effectivement ce passeport, il va faire n'importe quoi. Et quand il va faire n'importe quoi, eh bien, il va devenir curieuse. Et donc, il va visiter le cerveau, il va visiter l'intestin, l'utérus, c'est partout, il va voyager.
et en même temps, il ne va pas obéir. Il ne va pas obéir ni aux défenses de notre organisme, et il va utiliser de la colle pour adhérer à d'autres organismes, et donc par conséquent s'installer dans un autre endroit. Alors qu'il était parti d'un seul endroit, il va coloniser tout l'organisme. Et donc c'est à ce moment-là, il va s'arrêter dans les organes cibles, et à ce moment-là, il va aller vers l'extérieur, extraversion. Il va toujours utiliser effectivement ces outils, à savoir ces enzymes protéolytiques, et il va croître, il va donner des métastases, c'est-à-dire partant d'un simple cancer dans un endroit localisé qu'on aurait pu irradier, qu'on aurait pu exériser en quelque sorte, eh bien, il va donner le cancer partout dans l'organisme, et à ce moment-là, il est difficile pour nous de traiter. C'est comme les cafards. Vous en avez un à la maison, le lendemain c'est à la cuisine, l'autre lendemain dans le lit, dans le frigidaire, à la télé, etc. Et donc par conséquent, même si vous utilisez des médicaments à un moment donné, ils sont fautés complètement parce qu'il a un équipement qui lui permet effectivement de résister à ce traitement. Eh bien c'est ça la cellule cancéreuse qui va donner des métastases par la suite. Ces métastases primaires vont devenir des métastases secondaires, et c'est là, effectivement, la cellule va prendre son autonomie, son indépendance, et elle ne va pas obéir à quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle on dit la personne elle a des métastases, on ne peut plus rien faire, et puis finalement, on n'a que le désarroi. Donc, il faut empêcher, effectivement, d'en arriver là. Alors, une fois qu'on a décrit, effectivement, ces étapes de la cancérigénèse, on va regarder quels sont les facteurs de risque, et c'est ça qui est très important. Il y a deux sortes de facteurs de risque. C'est ceux dont on parle endogènes, qui m'appartiennent, je suis né avec, c'est ma génétique, et également les facteurs de risque exogènes, ceux qui viennent de l'extérieur. Nous allons d'abord regarder ces facteurs endogènes, qui sont effectivement ce que nos parents nous ont donné. Il faut en tenir compte. Si ma mère a un cancer du sein, eh bien, ma sœur doit tenir compte de ça. C'est une réalité, on ne peut pas l'éviter, et donc on fait très attention. Ça veut dire quoi, faire très attention? Eh bien, ça veut dire, effectivement, il faut le détecter à temps. Alors, ça, c'est ce qui se passe pour le cancer, effectivement, du sein. 5% des cancers du sein, pas tous, sont héréditaires. Le cancer colique également, cancer de la thyroïde. Bon, enfin, moi, je vous ai donné quelques exemples ici, et je passe tout de suite à un problème, effectivement, qui devient grave à l'échelon mondial. C'est quoi? C'est la fameuse obésité. Et on parle actuellement, non pas dans le cadre du cancer, mais dans le cadre du diabète, ce qu'on appelle la diabésité, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir l'obésité et qui va avoir le diabète. Et c'est une nouvelle maladie qui est liée à notre civilisation, à notre façon de manger, à notre état d'esprit, et puis au laisser-aller. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, les gens meuraient de faim, alors qu'au contraire, on meurt de suralimentation. Et on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Et donc, par conséquent, l'obésité, elle est définie par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est quelque chose qui est très facile à faire en pharmacie. Il suffit effectivement d'une balance plus 1 mètre qui sont disponibles à la pharmacie. Vous pouvez dire à la personne, effectivement, s'il a un poids idéal. Vous prenez le poids de la personne en kilos et vous la divisez par la taille en mètres, et vous avez effectivement le poids idéal, c'est de 18 jusqu'à 25. Eh bien, entre 25 et 30, il y a une surcharge. Attention, et à partir du moment où la personne dépasse 30, ce qui est très fréquent dans notre région, eh bien, il se retrouve en obésité. Eh bien, ça appelle immédiatement un bilan de santé et à une consultation de nutrition. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Soit on veut être guéri, soit on veut entretenir la maladie.